professeur Fassel Ouadi. Ont répondu à notre modeste demande. Nous pouvons faire aboutir un projet, en particulier celui de la couverture médicale universelle. Mais ce qu'il faut, à mon avis, dans le contexte marocain, ce dont nous avons besoin dans notre contexte actuel, c'est une couverture médicale de qualité, c'est une couverture médicale qui est applicable et appliquée sur le terrain. La couverture médicale, ce n'est pas uniquement des textes de loi, parce que les lois ont besoin d'être appliquées. Ces lois ont besoin des femmes et des hommes pour les mettre en application sur le terrain. La couverture médicale généralisée, ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas le passage de couverture de 7 millions d'habitants à 20 millions d'habitants uniquement. Il va falloir absolument que les gens puissent être traités, puissent bénéficier des soins de qualité et de haut niveau. Tant que l'iniquité dans l'offre de soins, tant que l'iniquité dans l'accès aux soins persiste dans notre contexte marocain, il est très difficile jusqu'à présent, mais pas impossible, d'assurer et d'installer cette couverture sanitaire universelle de qualité, comme je dis, applicable sur le terrain. Et comme vous le savez également, des décisions médicales inappropriées, des soins inappropriés, c'est d'abord de l'argent perdu, c'est d'abord de l'argent gaspillé, en dehors que c'est préjudiciable à la santé de nos concitoyens et de nos concitoyens. D'où l'absolue nécessité, à mon avis, d'une formation médicale continue, d'une évaluation des pratiques professionnelles de nos médecins, d'un développement professionnel continu pour que nos concitoyens et nos concitoyens puissent bénéficier, comme je l'ai dit, d'une prise en charge médicale là où ils se trouvent, de qualité et de haut niveau. La formation médicale initiale dure entre 7 et 13 ans au Maroc. Elle dure entre 7 et 13 ans, entre 9 et 13 ans en France, en fonction de la spécialisation. Médecin généraliste, médecin spécialiste médical, médecin spécialiste en chirurgie chirurgicale. Il est évident de vous rappeler que des données souvent annoncées montrent que 50% des connaissances en médecine sont obsolètes au bout de 7 ans, du fait de l'évolution rapide de la médecine. L'acquisition de connaissances théoriques et l'acquisition de la pratique est quelque chose d'obligatoire durant la formation initiale au Maroc et ailleurs. Cependant, la formation médicale continue est indispensable pour garantir la qualité de l'exercice de praticien. Cette qualité, cette formation médicale continue, ce DPC que nous allons y arriver, ce n'est pas uniquement une demande des professionnels de santé actuellement, c'est une demande des malades eux-mêmes, des parents de malades eux-mêmes qui exigent du praticien la prescription de techniques thérapeutiques les plus élaborées, ça veut dire de techniques thérapeutiques les plus récentes. Le développement professionnel continu, ou continu professional development, est en soi une évolution dans la continuité de la formation médicale continue. Je vais aborder ce sujet, si vous le permettez, très rapidement, selon 4 axes. Le premier, je vais très rapidement faire un rappel de l'historique et de l'évolution de l'organisation de la formation médicale continue dans le monde, mais particulièrement en France et l'Amérique du Nord. Ensuite, je vais dire un mot concernant le développement professionnel, concernant le modèle français. Troisièmement, je vais aborder qu'en est-il dans notre pays, le Maroc, concernant cette formation, cette évaluation des pratiques professionnelles et ce développement professionnel continu. Et enfin, je vais conclure par l'intérêt. Quel est l'intérêt de ce développement professionnel continu dans la mise en place, dans l'accompagnement de la mise en place de la refonte du système de santé au Maroc et de la mise en place d'une couverture médicale de qualité. Concernant l'historique et l'évolution de l'organisation de la formation médicale continue dans le monde, il faut rappeler que l'enseignement post-universitaire dans le monde
en médecine est apparu au milieu des années 50, dans le monde particulièrement en Amérique du Nord. Et donc, c'était des médecins praticiens réunis dans des associations professionnelles qui organisaient cette formation médicale continue, à l'instar, par exemple, de la Société américaine de chirurgie, de la Société canadienne de médecine, de la Société française de la SFAR, la Société française d'anesthésie et réanimation, de la SMAR, la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, la SNUC, la Société marocaine de médecine d'urgence et de catastrophe, etc., etc. Et donc, c'était ces associations professionnelles qui s'occupaient de cette formation médicale continue. Mais très vite, en France, cette formation médicale continue est devenue une obligation déontologique. Très vite en France, une obligation déontologique. En l'occurrence, tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Et tout médecin doit participer à l'évaluation de ses pratiques professionnelles. Ça, c'est en France. Donc, c'était l'obligation déontologique qui a commencé par les médecins. D'autres lois sont apparues par la suite, généralisant ce développement professionnel continu pour toutes les autres professions, qui a touché les odontologistes, chez nous on les appelle les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les autres professions, des infirmières, paramédicales, etc. Ils ont toutes ces professions. Tout ce chamboulement de formation médicale continue concernant l'obligation déontologique a une seule composante essentielle, fondamentale, c'est la liberté du praticien pour l'organisation de sa propre formation médicale continue. C'est le praticien lui-même qui choisit les horaires, qui choisit les jours, qui choisit comment faire pour faire aboutir et valider les crédits. Nous allons revenir concernant la formation médicale continue. En Amérique du Nord, les Américains sont les pionniers de la formation médicale continue. Dans les années 50, même juste avant les années 50, ça a commencé par des échanges interprofessionnels, études cliniques, les congrès, études de cas cliniques. Donc toutes ces décisions ont commencé en interprofessionnel et très vite, début des années 50, il y avait l'industrie pharmaceutique qui s'est occupée et qui a mis son nez dans le financement de cette formation médicale continue aux États-Unis, et l'État a réagi en créant un organisme de gestion et de surveillance du financement de la formation médicale continue afin d'éviter les dérapages, afin d'éviter les orientations poussées par l'industrie pharmaceutique de l'époque. Et très vite, quand vous le voyez aux États-Unis, la formation médicale continue est devenue une obligation opposée aux praticiens pour pouvoir exercer. C'est une obligation opposée aux praticiens pour pouvoir exercer, et à partir du milieu des années 55-60, en Arizona, par exemple, aux États-Unis, tout praticien est obligé de valider au moins 40 heures de formation médicale continue en 2 ans s'il veut prétendre à faire valoir, à obtenir sa licence professionnelle. En France, la formation médicale continue était, jusqu'à 1996 exactement, une obligation déontologique. Un vrai grain de sable qui empêche la communication entre les secteurs, qui empêche souvent les choses d'avancer. C'est une mentalité, c'est un relationnel, c'est un manque de bien-être. Ce que je disais au départ, un manque de bien-être. Peut-être que ce n'est pas le seul ingrédient qui va être la cause de certaines insuffisances, mais qui n'est pas négligeable comme ingrédient. Et on ne le prend pas en considération assez. Je disais qu'on est 6 catégories de médecins, on est 30 000 médecins à peu près, c'est pas suffisant du tout. Sérieux, nous a exposé les chiffres. On est la moitié publique, la moitié privée, à peu près, hein, c'est grosso modo, et un peu moins de la moitié généraliste. Et ça, c'est alarmant. Ça, c'est alarmant de voir que la courbe va vers plus de spécialistes. Ça veut dire qu'il y a un malaise, ça veut dire qu'il y a quelque chose que recherchent les gens. Alors peut-être que cette haute autorité de la santé, en arrivant, pourrait un petit peu permettre l'équilibre dans ce sens, mais en tout cas, des fois vous trouvez un désert médical quelque part et une pléthore ailleurs.
Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Évidemment qu'il y a eu beaucoup de choses de fait, on voit l'espérance de vie, comment elle a augmenté, comment la mortalité, les indicateurs se sont améliorés, mais on doit encore faire des efforts. On doit encore faire des efforts parce que la santé, c'est un secteur volatile. C'est comme courir et ne jamais attraper le but. Donc il va falloir qu'on fasse énormément d'efforts, surtout par rapport à ces défis énormes qui nous attendent. Il ne faut pas oublier que c'est un métier, ça non plus on ne le dit pas assez. N'est-ce pas, Sihalawi, je sais que tu n'aimes pas quand je le dis, mais c'est un métier qui peut être pénible des fois. Non, j'ai dit, mais tu n'es pas d'accord. C'est la féminisation de métier. Ça, tu n'es pas d'accord. Je dis qu'il y a une féminisation du métier. C'est un constat, mais peut-être qu'il y aura des répercussions sur lesquelles il faut réfléchir. Il faudrait réfléchir, il faudrait une incitation spéciale pour qu'une jeune médecin femme aille dans un endroit enclavé du pays. Il va falloir réfléchir comment lui faire les incitations qu'il faut. Donc, c'est des constats, mais il faut les rentrer en considération dans nos réflexions de stratégie. La pénibilité du métier, quand vous voyez le brancardier, comment il soulève le malade, comment il le dépose sur le chariot, comment il part avec ce chariot, des fois pas facile à faire glisser, tout ça c'est du pénible. Vous voyez en Corée ou au Japon, ils ont des machines qui font tout ça. L'ergonomie du dos, les problèmes de dos, les problèmes de... Mais tout ça, il faut le réfléchir. Vous avez des hôpitaux, je ne sais plus dans quel pays j'ai vu ça, le professionnel de santé a un problème, j'ai ma voiture qui est en panne, donc je ne peux pas venir ou je vais venir en retard. L'hôpital lui envoie une voiture pour le ramener, pour qu'il n'ait pas ce souci, ce grain de sable. Mais là, il faudrait quoi? Mais bon, il faudrait qu'on y arrive nous aussi. Peut-être des choses beaucoup plus simples à mettre en place, mais de toutes les manières, c'est ça qui fait qu'il y a des malaises qui se construisent. Je vais essayer. Bon, je crois que tout le monde a suivi le discours de Macron dernièrement. Quand il y a la grogne, il a été jusqu'au plus petit détail des soignants, pour régler le plus petit détail du soignant. C'est pas pour leur brochure, mais c'est parce que c'est le pilier du système de santé. Si on ne règle pas la problématique de ces soignants et de leur confort et bien-être. Alors, le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé. Il a bouleversé le monde, il a répandu la peur, l'incertitude, il a changé les règles sociales. On a perdu plus de 120 médecins. Plus de 120 médecins. Et puis il a montré toutes les répercussions que peut avoir la santé sur l'économie. Tout s'est arrêté. Sur le social, sur la politique. Cette accélération qu'il y a eu dans la mise en place des décisions, et Churchill qui disait qu'il ne faut pas gaspiller une crise. Le Maroc a brillé par sa prise en charge dans cette crise Covid. Et surtout, on a vu et vécu l'égoïsme des pays. On a compris qu'il nous faut une souveraineté sanitaire, qu'il nous faut une refonte du système de santé, qu'il nous faut revaloriser ces professionnels de santé qui étaient à l'avant-garde dans cette crise. Et c'est là où Sa Majesté le Roi a donné, en pleine crise Covid, a donné le lancement de très grands chantiers. Alors, le verre à moitié plein, moitié vide, moi j'aime bien voir le plein. Il y a énormément de choses qui se font. Il faut le dire. Ça, par contre, à la presse, au public, il faut dire ce qui se fait. Ça peut encourager, ça peut dynamiser, ça peut donner une... Il y a eu le grand chantier
évidemment de la couverture sanitaire universelle. Il ne faut pas oublier que le chantier du CHU Messina, le plus grand hôpital de tout le continent, qui est en train, dans les meilleures normes technologiques, qui est en train de se mettre en place. Il y a eu cette usine à Slimane des vaccins. Donc tout ça, c'est énorme de mettre. Le Maroc est en train de se positionner comme hub de la santé en Afrique, dans le continent. Et est en train de prendre le leadership de la santé. On l'a vu au cours du Covid, le nombre de précipitations des pays, la Russie, la Chine, pour être le leadership en matière de santé. Eh bien, au Maroc, il y a énormément d'efforts qui se font dans ce sens, avec une diplomatie de la santé forte. Parce que la santé, il ne faut pas la voir comme consommatrice, il faut la voir aussi comme économique, comme manne financière. Vous savez, le budget du vaccin, c'est évalué à quelque chose comme, si Alaoui qui connaît bien les chiffres, c'est 157 milliards de dollars. Rien que les vaccins. Donc vous voyez, si on a une usine, le marché du médicament est évalué à plus de 1470 milliards de dollars. Donc c'est un positionnement que doit avoir le Maroc en matière de santé. Parce que c'est un secteur où il y a énormément de concurrence. Énormément de concurrence. Concurrence pour les malades, concurrence pour la technologie, concurrence pour... Alors le pire, c'est la concurrence pour les ressources humaines. Et aujourd'hui, s'il y a une crise, s'il y a quelque chose sur laquelle on doit se pencher urgemment, régler urgemment, et tu l'as dit, Sylvie, c'est le problème des ressources humaines, l'exode des ressources humaines. Il y a plus de 600 médecins qui partent par an. L'Allemagne est en train de tout pomper. Tous les pays, vous savez, le discours là, de Macron, ils vont tout pomper. Et avec de telles incitations que les jeunes, il faut les comprendre. Ils voient de meilleures opportunités, de meilleurs horizons. Et il va falloir que le Maroc fasse de même pour garder ses soignants. Parce que même à pomper des autres, ça pose un problème éthique. Ça pose un problème éthique. Alors, je vais essayer, parce que tellement de choses qui ont été dites, que je vais essayer bon, j'ai parlé des grands leviers connus, c'est pas de ça que je voulais parler, mais les petits, les trucs qui ne sont pas très visibles. Bon, le digital, évidemment que c'est un levier aujourd'hui, je crois que monsieur va en parler, je ne vais pas dire plus que deux mots. Il est évident, quand tu vois un malade faire les va-et-vient, venant de loin, le transport, la famille, la maladie, le truc, et puis il arrive, on a l'impression que ce rendez-vous c'est ça. Et ça peut se faire 2, 3, 4 fois comme ça. Non. Non, on ne peut pas accepter ce genre de situation. Le digital va régler ce problème de rendez-vous. Le digital va nous régler le problème du dossier médical digitalisé, va nous régler le problème de comptabilité. On saura les choses dans la transparence. Enfin, par rapport à aller jusqu'à croire que le digital va soigner les gens, parce qu'il y en a qui pensent que bientôt on va un petit peu luxer les médecins et commencer à avoir la petite application et sortir son petit doliprane. Moi je crois qu'il faudrait, je crois qu'on l'écoutera tout à l'heure, il faudrait des garde-fous. On est sur un grand chantier de digitalisation au Maroc, il faudrait des garde-fous, parce que sur le plan éthique et sur le plan responsabilité, il y a des choses à mettre en place. Un autre élément qui est le gros grain de sel, un grain tu vas compléter si jamais je ne dis pas tout, c'est la fameuse tarification qui date depuis 2006 et qui est vraiment la grosse problématique aujourd'hui. Je crois que vous avez vu les discussions sur les médias,